Donc, cette présentation dans laquelle vous verrez des questions, enfin des passages de Sacha, donc Sacha Beaujour, le fondateur du mouvement 269 Live, répondra aux questions posées par Yves, donc, qui m'a beaucoup aidé et qui a préparé les questions et qui m'a également aidé, qui m'a complètement appris à faire du sous-titrage de vidéos. Donc, je vous demanderai quand même un peu d'indulgence. C'est la première fois que je sous-titre une vidéo. Et donc, voilà. Donc, vous verrez des actions de 269 depuis la création, depuis 2012. Certaines actions que vous connaissez, comme le marquage, et d'autres dont on a un petit peu moins entendu parler, enfin, pour ceux qui s'intéressent, mais ce sont les actions, en tout cas, qui ont fait le plus de bruit en Israël et de par le monde. Donc, voilà. Voilà. Donc la première action en 2012, c'est le marquage qui a fait le tour du monde. En quelques semaines, la vidéo a atteint plus de 500 000 vues. Ouais, si là, vous voyez, là, il y a des... Je repars en arrière. Si vous avez accès après à la présentation, vous pourrez voir... Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous pourrez voir les films, là on va voir juste les photos, mais il y a également les films. Donc le marquage, très spectaculaire, voilà, qui a donné lieu à des centaines de marquages dans le monde. Donc la première question d'Yves, quelles étaient vos analyses lorsque vous avez lancé 269 Live? Que vouliez-vous? Qu'aviez-vous comme idée à développer? Voilà, donc là maintenant... Ça va être un tout petit peu compliqué, mais... Et... voilà. זו שאלה קצת מורכבת ויש פה הרבה מאוד היבטים, כמובן שאני לא יכול להתייחס לכולם, אבל בגדול אני האמנתי שחסר תנועה רדיקלית שבעצם תקצין את בוא נגיד ככה, את הפעילות, ככל שהפעילות והפעולות ייצגו את הקיצוניות שבמצב שבעלי חיים נמצאים בו. הרגשתי סוגי הפעילויות והרטוריקה היו מתונות מדי ולא ייצגו נכון את החומרה של המצב. כמו כן, היו כמובן גם עוד היבטים כמו פעולות שמשתמשות באומנות ודברים שבעצם כמו הצריבות שבעצם שמים בעצם את הכאב שלנו, בני אדם, כסוג של אמפתיה כלפי הסבל שבעלי חיים עוברים. אז יש פה גם דברים פרקטיים ודברים רעיוניים שבעצם היה לי חשוב ליישם עם ההקמה של 269. Donc alors, comment je vais faire à chaque fois pour revenir? Voilà. Hop. Donc, une opération, un tatouage, enfin une action de tatouage en plein Tel Aviv, comme ça, où des militants sont venus se faire tatouer et qui portaient le nom... Ah, attendez. Il faut que je referme. Ok, pardon pour les... Voilà. Donc voilà, des juifs sont à nouveau numérotés, à nouveau tatoués. Donc là, c'était un rapport direct avec l'Holocauste des animaux, la Shoah. Vous verrez que Sacha utilise beaucoup le terme de Shoah des animaux parce que c'est ce qui exprime le plus l'horreur, le massacre de masse quotidien des animaux. Voilà, lui c'est le père d'un des trois garçons de Zohar qui s'est fait marquer au fer rouge et qui est lui aussi militant. Voilà, alors les murs, vous connaissez la fameuse phrase « si les murs des abattoirs étaient transparents ». Donc pendant cette action,
cette action, en fait, c'est toutes les principales grandes fontaines de Tel Aviv qu'on atteint en rouge, en sang artificiel, et sur lesquelles on a déposé des têtes d'animaux. Voilà, donc c'était évidemment, Tel Aviv s'est réveillé un matin avec toutes les fontaines pleines de sang. C'est galère ce truc. Voilà. Voilà, donc ça, bien entendu, ça a fait les titres de la presse, des journaux, informations. Donc ça, c'est Dizengoff Center, c'est la grande place de Tel Aviv. Et voilà. Ensuite, une question d'actualité. Hein. Vous avez tous entendu parler des boucheries aux vitrines brisées qui ont eu un immense écho en Israël. On en a parlé aux États-Unis, en Angleterre. Vraiment, tous les grands journaux en ont parlé. Et qu'en pense Sacha ? לפי דעתי זה מעולה ומדהים כשפעילים באמת מיישמים את מה שמאמינים בו. הרי כולנו מגיעים למקום שאנחנו חושבים ששואת בעלי החיים זה הדבר הנוראי ביותר שקרה בהיסטוריה האנושית. הקיצוניות של האלימות והטרור והמספרים שבלתי נתפסים של הקורבנות הם ברורים לכולנו. הבעיה היא שזה לא מתרגם למעשים אצלנו. באיזשהו שלב האפקטיביות של עמידה עם שלטים וחלוקת פליירים זה גם לא אפקטיבי בעיניי וזה גם לא מתרגם מבחינה הגיונית ומבחינה אפקטיבית את חומרת המצב. אנחנו חייבים תמיד להתפתח ולחשוב איך אנחנו יכולים לדחוף קדימה את המאבק הזה. אי אפשר להישאר שאננים וחייבים להראות את החומרה של המצב על ידי המעשים שלנו ולא רק המילים. לכן אני תומך מאוד גדול בפעולות ישירות. כמובן כל פעולה צריכה להישקל ממקום של אפקטיביות, לא צריך לפעול ממקום של רגש. אני לא חושב שכל פעולה שכביכול מה שמוגדרת קיצונית היא מוצדקת. צריך כל הזמן להיות מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו ולחשוב מה הדבר הכי אפקטיבי שאנחנו יכולים לעשות וגם להבין שכמות הפעילים והמשאבים שלנו מאוד מוגבלים ואם מעט הפעילים המחויבים שלנו ישבו בכלא או יהיו תקועים בבתי משפט וישתכחו לשלם קנסות שהם לא יכולים לשלם, אז זה גם סוג של נזק. המטרה שלנו צריכה להיות פעילות לטווח ארוך. אנחנו צריכים להבין שהמאבק הזה ייקח עוד הרבה מאוד שנים וזה לא ספרינט אלא זה מרתון. כלומר, צריך לעשות שיקולים גם של תועלת ורווח והפסד ולהבין שבסופו של דבר אנחנו הכלים של בעלי החיים ואנחנו חייבים להיות אחראים פה למעשים שלנו. כלומר, גם עם הכוונות של הטובות אנחנו חייבים תמיד לחשוב כאילו לטווח ארוך ולא לטווח קצר. ואני לגמרי מאמין שיש הרבה מאוד אפקטיביות מהסוג הזה של פעולות ואני מקווה שזה ימשיך וימשיך להתפתח וכמו שאמרתי בעבר, בעיניי החוקים הקיימים, מערכת הצדק כביכול, מה שמוגדר על ידי התקשורת והמדינה והממסד, זה באמת אין בזה שום צדק ושום דבר שמבחינתי הוא רלוונטי או מוצדק. המטרה של המערכות האלו זה בעצם להשליט סדר ולהמשיך את הסדר הקיים. לכל אורך ההיסטוריה המערכות האלו תמכו בדיכויים הכי קשים שיש ותנועות השחרור פעלו מחוץ לגבולות החוק ואין לי שום בעיה עם פעולות שהן לא חוקיות. הדבר היחיד שבעיניי הוא חשוב זה האפקטיביות הסופית של הפעילות למען בעלי החיים.
Alors, et à propos de caillassage, une action en 2013 où on s'est attaqué à un des plus grands producteurs de viande israélien qui vend donc des surgelés, toutes sortes de produits animaux. Et donc, voilà, et on ne s'est pas contenté de venir casser des vitrines la nuit. Vous allez voir, c'est beaucoup plus impressionnant, puisqu'on a jeté des seaux de faux sang, hein, donc aux heures d'ouverture avec des clients. Voilà, pour ensuite... ah oui, il faut dire que juste avant, il y a eu un reportage à la télé qu'Anonymous, une association un petit peu qui est l'équivalent de L214 en Israël, a publié. Donc c'était aux informations, on a vu les horreurs des boucheries, des abattoirs de Zoglobec. Et donc cette action, elle s'inscrivait vraiment, c'était bien coordonné pour juste le lendemain. Voilà. Bon, c'est une action aussi qui nous a coûté très cher au niveau de la justice. Et donc comme toutes les actions, on ne peut pas faire autrement, donc souvent on est arrêté. Et justement, là, on va enchaîner sur la position de 269 face à l'État. Ce que je veux dire encore sur Zoglobec, le comble de l'ironie, la tristesse, c'est qu'en Israël, maintenant Zoglobec, comme il veut redorer son image, il a sorti une ligne de produits véganes, des hamburgers, des saucisses, et qui il a choisi pour lui faire sa publicité, Tal Gilboa, qui est la représentante de mouvement de libération animale. En fait, c'est une fille qui a un mouvement comme ça très... qui agit un petit peu dans tous les sens et qui draine avec elle vraiment beaucoup de monde, mais qui n'a vraiment aucune idéologie bien tracée, puisque maintenant elle fait la publicité de Zoglobec. Donc Zoglobec, l'un des plus grands tueurs d'animaux du pays, hein, je pense que c'est le deuxième. Ben maintenant, Tal Gilboa, la leader du plus grand mouvement de libération animale, fait sa pub à la télé. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui nous a tous choqués, énormément choqués. D'ailleurs, son mouvement, c'est sain récemment. Il y a même une page Facebook qui dit Tal Gilboa, pas en mon nom, pour se désolidariser. Mais bon, voilà, apparemment, c'était question de beaucoup d'argent pour faire cette publicité. Et cette fille, Tal Gilboa, a déjà gagné une émission télé. Je crois que c'est le Loft, que ça s'appelle en France, une émission de télé-réalité. Et elle a déjà gagné beaucoup d'argent, puisqu'elle a gagné, mais bon, voilà, apparemment. Donc voilà, donc c'est vraiment ironique, alors qu'on est encore en procès avec Zoglobec. Donc, quelle est la position? אני חושב שהשאלה הנכונה היא יותר מה העמדה של הממסד והממשלה כלפינו, והעמדה היא לא כל כך חיובית. מבחינתנו גם הממשלה המקומית שבה אנחנו נמצאים כרגע היא לא רלוונטית והיא לא לגיטימית, כי בעצם היא מקיימת שואה וניצול של מאות מיליוני בעלי חיים. אנחנו מאמינים שהחוקים שלהם והתקנות שלהם הן לא מוסריות ולא הוגנות, ולכן אנחנו לא חושבים שהן רלוונטיות. אנחנו פועלים בצורה כזאת שהיא שמה את בעלי החיים קודם כל בראש סדר העדיפויות שלנו, ולכן אנחנו נכנסים לעתים לעימותים עם הממשל. יש לנו הרבה מאוד מעצרים ומשפטים, ולמרבה הצער זה משהו שמאוד נפוץ בתנועות מהסוג שלנו. אז העמדה שלנו כלפיהם היא לא חיובית, והמצב הוא גם הדדי. Alors, et à propos de l'État, donc une action dans les bureaux qui s'occupent du département volaille et œufs du ministère de l'Agriculture.
Donc vraiment une action d'envergure où on a d'abord déployé une grande affiche donc où était inscrite ici sévissent les responsables de la solution finale de 15 000 poussins par jour, puisqu'en Israël la production d'œufs donc 15 000 poussins sont broyés tous les jours pour les œufs. Et en même temps, dans la rue, il y avait une voiture avec un mégaphone qui diffusait un poème un poème qui parle en fait en fait c'est le mode d'emploi au kibbutz, comment l'industrie des poules, comment ça marche. Donc prenez le poussin, vérifiez, jetez-le, enfin des instructions comme ça très froides sur la destruction des poussins, et donc qui est diffusée en haut-parleur pour que tout le monde sache comment ça se passe. Et donc voilà, et l'intrusion dans les bureaux avec des poussins récupérés donc dans les poubelles de ces élevages où les poussins sont jetés. Donc pareil, si après vous revenez sur la présentation et que vous voyez le film, vous verrez aussi comment on a récupéré et comment ça s'est passé. Donc ça, c'est le directeur, le responsable donc, de ce département qui vient dire à Sacha, mais t'es complètement fou. Et Sacha lui dit, ben non, c'est toi. Et bon, voilà. Et bien entendu, ça se termine, on est embarqué. Et voilà. Pensez-vous qu'il soit trop tôt pour parler d'égalité animale ? לא, אני לא חושב שזה מוקדם מדי. אני חושב שדווקא ככל שאנחנו חושבים בצורה אוונגרדית וכל הזמן דוחפים קדימה את הגבולות של הדיון ומה שנחשב לגיטימי, אנחנו מקדמים את השינויים שאנחנו מייחלים להם. בהחלט צריכים להיות אסרטיביים ולא רק, בוא נגיד לך, לא רק לדבר ולחשוב, אלא גם לקיים את זה במעשים שלנו. כלומר, זה צריך להיות מתורגם בפעולות שלנו, החומרה שבה אנחנו מאמינים בדברים שאנחנו מאמינים בהם, וחייבים לשנות באמת את הדרך שבה אנחנו מתרגמים את הפילוסופיה שלנו בשטח. Alors, en 2014, donc là j'ai mis une petite citation de l'Ecclésiaste que j'aime bien et qui dit, bon bien sûr c'est une vue de l'esprit malheureusement, que la supériorité de l'homme sur l'animal n'existe pas. Donc ça c'était une action faite avec un artiste très branché, enfin très underground, Pet Caput en Israël. Et vous allez voir, pourquoi je trouve pas la flèche ? Donc c'est en fait c'est le premier repas sanglant. Vous connaissez, après c'est une action qui a vraiment été largement reprise un peu de partout, enfin peut-être pas de manière autant extrémiste et autant travaillée, mais qui a inspiré beaucoup de militants. Voilà, c'est Pet Caput, il s'est écrit des messages aussi sur le corps, mais que j'ai renoncé à comprendre, je l'avoue. Et donc voilà. Donc vous voyez, les militants ont des, comme on a parmi nous un des membres de 169 est médecin, donc voilà, donc les verres étaient remplis de leur propre sang. Oui, alors c'est une action voilà, qui représente vraiment l'absurdité, le grotesque de l'humanité. Non, je renonce à expliquer, mais l'explication, elle est dans la vidéo qui est en début, parce que sinon ça va prendre trop de temps. On leur fait de vraies transfusions. Oui, de vraies transfusions sanguines, donc c'est leur sang qui coule dans le vin. Et comme c'est la fin de la suprématie humaine, donc à la fin, ils sont également éliminés. Voilà. Voilà, c'est juste pour les images, je renonce à expliquer, hein, parce que c'est un petit peu long.
une grande mise en scène, et ça se passe devant le centre Suzanne Dalal, qui est une des plus grandes écoles d'art d'Israël. Alors, est-ce que la notion de spécisme est un outil que devrait utiliser le mouvement? Il semble que ce n'est pas trop le cas en Israël. Sais-tu pourquoi? En Israël et de partout, je pense. כן, בהחלט, אני חושב שזה כלי שלא משתמשים בו בכלל כמעט, וזה חבל, כי עושה רושם שרוב הפעילות והדיאלוג שהתנועה מייצרת הוא ברמה של כלים והמסרה רגשית. מנסים לחשוף את הציבור לכל מיני תחקירים ומסרים רגשיים שלא מבוססים על בעצם אידיאולוגיה, וזה מאוד מאוד בעייתי. בעצם אנחנו יוצאים מצב שבאמת אין עומק רעיוני מאחורי הפעילות שלנו. אנחנו לא מפתחים מומנטום לשינוי עמוק ושורשי. וזאת בעיה מאוד גדולה, כי אז בעצם מה שנשאר זה אנשים טבעונים שמונעים משיקולים אגואיסטיים כמו בריאות ושיקולים של לייפסטייל, כל מיני אופנות חולפות, כלומר דברים מאוד פופוליסטיים שבעצם לא מחזיקים מאחוריהם יותר מדי עומק. ויש לזה את ההשלכות בשטח, אנחנו רואים את זה בסטטיסטיקות שבעצם יש זליגה מאוד גדולה של טבעונים חזרה לאכילה של מזון מן החי, וגם הרבה פעמים אם בודקים לעומק את המחקרים, רואים שגם הטבעונים שמגדירים את עצמם כטבעונים הם לא באמת טבעונים, הם משלבים בתזונה שלהם הרבה מוצרים שלא טבעונים, כמו ביצים וחלב, וצמחונים גם כן מבחינתם הרבה פעמים דגים או תרנגולות, זה לא נחשב לבעל חיים, ולכן יש פה בעייתות מאוד עמוקה, כי גם אותם טבעונים שאנחנו מכניסים לסטטיסטיקות שלנו כסימן להצלחה, הם לא באמת, א', הם לא טבעונים ולא צמחונים הרבה פעמים, גם לא נשארים כאלו לאורך תקופה ארוכה, ובעצם הם לא מונעים ממקום אידיאולוגי, ממקום שהם מבינים את השורש הבעייתיות פה, שבעצם אנחנו רואים את עצמנו כמין עליון, וכל שאר היצורים על הפלנטה הזאת הם עבדים שלנו. ועד שאנחנו לא נגדיר את זה וננצח פה בקו הקשה האמיתי הזה, שזה בעצם השורש של הבעיה, לא נוכל באמת להתקדם בצורה משמעותית, באפקטיביות שלנו נפגעת בטווח הארוך. אנחנו צריכים להפסיק לחשוב בניצחונות בטווח קצר ולהתחיל להשקיע לטווח ארוך, לפי דעתי. למה בישראל זה לא קורה? אני חושב שבאיזשהו מקום התנועה בארץ היא קצת נהייתה יהירה, ואנחנו יותר מדי מחפשים פה ניצחונות קלים, וקצת שכחנו פה את את הכיוון שאליו אנחנו רוצים להגיע. Oui, alors c'est vrai ce problème de chiffres. On dit toujours qu'en Israël, c'est le pays où il y a une plus forte concentration de véganes. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait exact si on prend en compte que beaucoup de ces véganes ne vont pas le rester, ou alors ils se disent véganes, mais ils vont manger quand même par-ci par-là, et puis ce ne sont pas des activistes, donc c'est un lifestyle. Il y a plein de restaurants
En Israël, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau des restaurants, il y en a énormément, des restaurants véganes, des produits, de tout. D'ailleurs, il y a même en ce moment une campagne à la radio pour dénoncer par Vegan Friendly, l'association qui donne un label Vegan Friendly aux produits véganes en Israël. Et il y en a plus de 6000, je crois. Mais malheureusement, ça ne se traduit pas du tout en termes de baisse d'animaux tués. Au contraire, la consommation d'animaux, elle ne fait qu'augmenter, comme de partout dans le monde. Alors oui, c'est un super trend, le véganisme, c'est une mode, mais... Même par habitant? Si, par habitant. Alors oui, il y a un gros pourcentage. Je pense qu'on dit 5% de véganes et 10% de végétariens. Mais à nouveau, je pense que si on purifie ces chiffres, enfin on cherche vraiment, je pense qu'on arrive à la moitié, quoi. Donc finalement, ce n'est pas une si grande victoire. La consommation. Ah, bah comme de part. Je pense que pour les poules, ça augmente, c'est par personne, et de la viande en général, quoi, avec la démographie. Oui. Mais en fait, convertir les gens au véganisme, ce que 269 ne cherche pas du tout à faire par ses actions, puisque comme le dit Sacha, on cherche plutôt à anéantir le spécisme et à faire changer les gens de mentalité, plutôt à changer la culture qui fait penser que l'homme est supérieur aux animaux et qui peut tout leur faire. Donc ça, malheureusement, c'est un combat beaucoup plus difficile et qui n'est pas suivi par la plupart des activistes. Mais quand on sait, je ne suis pas sûre du chiffre, mais je crois que c'est 300 000 personnes naissent par jour, 300 000 carnistes, donc 300 000 consommateurs de viande. Même si on réussit à convertir 1000 personnes par jour au véganisme, bah, ce ne sera aucunement une victoire, quoi. Ce sera pas... Alors, certes, toutes les autres actions autour, bien sûr que ça influe, mais en fait, ça serait beaucoup plus pertinent de s'occuper de combattre la racine du problème, quoi, de ce qui permet aux gens de penser qu'ils ont le droit de faire ça. Et de ne pas, qu'ils ne disent pas, oui, j'ai pitié des animaux, je ne les mange pas. Non, tu peux ne pas avoir pitié. Moi, il y a plein de gens dont je n'ai pas du tout pitié. J'aimerais bien les tuer même, mais je ne le fais pas parce qu'on ne tue pas des gens, parce que c'est la loi, c'est parce que comme ça, tout le monde a le droit de vivre et les animaux aussi. Et en fait, voilà, on aimerait juste on ne demande pas aux gens d'aimer les animaux, on ne leur demande pas d'avoir pitié, on leur demande juste justice, quoi, de la justice, de la logique, voilà. Alors, une de nos actions en Israël qui est hyper populaire, c'est pour la journée de l'indépendance. Et la journée de l'indépendance, donc il y a le grand parc de Tel Aviv. En fait, tous les parcs publics en Israël sont envahis par les habitants qui viennent faire des barbecues. Et c'est comme ça qu'on fête l'indépendance en Israël. Et 269 a décidé de la fêter un petit peu différemment, en faisant un barbecue assez spécial. Et peut-être que là, je vais vous montrer la vidéo, peut-être, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à voir, puisque très vite, ça a tourné au pugilat. Bon, ça va être... Non, attends, bon, c'est pas grave. Ça met longtemps, ouais. Bon, donc, enfin bref. Donc nous, sur le barbecue, on a des chats et des chiens que, bien entendu, on n'a pas tués, qu'on a récupérés, qu'on a demandé à nos amis de la SPA des refuges de nous garder plusieurs jours à l'avance. Et donc, on les a conservés pour faire donc, ce barbecue qui s'appelait le chat sans bottes. Et c'est encore Pet Caput qui avait fait l'affiche. Et les gens, en fait, sont horrifiés. Ils pensent qu'on est là, qu'on mange des animaux. Et les enfants voient ça. Ils sont tous avec leurs côtelettes et leurs morceaux de poule, de vache, en train de faire griller le parc. Il y a une odeur horrible d'animaux grillés. Mais ils ne voient que les chats et les chiens. Et soudain, et donc ça, c'est vraiment une action pour mettre le spécisme des gens en valeur.
qui considèrent que nous, on torture des animaux parce qu'on mange des chiens et des chats, alors que eux, c'est tout à fait légitime. Alors, une fois de plus, l'idée, c'est aussi de provoquer une réflexion. Et d'ailleurs, chez les enfants, c'est très marquant parce qu'ils entendent, ils savent qu'on est quand même pour les animaux, mais vraiment, ils ne comprennent pas. Et puis, évidemment, ça fait toujours la une des informations. Donc, ça, une fois de plus, ça relance le débat sur le sujet. Alors ça, c'était suite au premier barbecue. Cette jeune fille, Esti, elle dit à son grand-père, qui est un rescapé de la Shoah, et elle lui dit « Je trouve ça vraiment extrémiste, je trouve ça débile ». Et lui, il lui répond ces gens-là sont simplement en train de se battre et de défendre des animaux qui sont emprisonnés, torturés et envoyés à des massacres de masse. Et j'aurais bien aimé que des gens fassent ça pour nous, pour défendre ma famille à 70 ans. Donc voilà. Alors, oui, Magique Jacques qui est venu en Israël et qui s'est joint à une de nos actions au Chouka Carmel. Donc le Chouka Carmel, c'est un grand marché à Tel Aviv, très très animé, très à la fois touristique et populaire. Et donc l'invasion des zombies, c'est juste avant les zombies du lait, en fait, pour être exact, Milk Zombie, parce qu'il y a une fête, la Pentecôte en Israël, elle se célèbre avec beaucoup de repas lactés, des gâteaux au fromage. C'est la fête du lait, en fait. Donc voilà, donc on a fait une bouteille géante du lait Tnuva, donc c'est la marque, c'est le numéro 1 des produits laitiers écarnés en Israël, Tnuva. Et donc voilà, donc les zombies ont des perfusions de ce lait qui est 100% souffrance et cruauté. Voilà, donc avec... Voilà, alors pareil, il y a une histoire. À nouveau, vous pourrez regarder la vidéo pour comprendre un peu la logique. Mais en gros, voilà, c'était défiler dans le marché, s'attaquer aux marchands de viande et de lait, donc avec des maquillages très, très bien réalisés. Donc voilà, alors... Là, pensez-vous que l'invocation de la notion de justice a un effet? Quelle comparaison feriez-vous avec l'invocation de la compassion? אני מאוד רלטיביסט בגישה שלי, אז אני פחות כאילו יכול להצביע מה פה יותר חשוב. אני גם חושב שיש לנו בעיה בתנועה, שאנחנו שמים דגש יותר מדי גדול לרטוריקה שמבוססת על אמוציות ורגש ופחות על היגיון ואידיאולוגיה. וזה מוביל אותנו למצבים בעייתיים, כי באמת אנשים מתייחסים למאבק שלנו פחות ברצינות ככה, כי אנחנו לא מדברים ממקום של היגיון, אלא ממקום של פנייה לרגש. יש לזה מקום, יש לזה באמת אפקטיביות מאוד גבוהה, אבל אני חושב שזה יותר מדי דגש, ולכן אני חושב שיש יותר מקום לדחוף היגיון ולחשוב כמה שיותר להיות אפקטיביים ומחושבים והגיוניים בעיקר. בעיקר מה שאני חושב שחסר פה היגיון, כי ההרגשה עם איך שהציבור אחר תופס אותנו היא שאנחנו לא מחוברים כביכול למציאות האובייקטיבית, כי אנחנו מדברים כל הזמן על מושגים אוניברסליים שקצת מנותקים במציאות שבה רוב האנשים חיים, וקשה להם להתחבר למסרים שלנו. ולכן אנחנו צריכים לדבר בצורה הרבה יותר הגיונית, מדעית, ומעל הכל
לנסות להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך לחשוב ברגש, אלא צריך להפעיל את ההיגיון שלנו. Voilà, et en fait, ça m'a fait penser à ce qui était dit dans la précédente conférence où elle disait déjà leur demander de bien traiter les ânes, c'est un propos qu'ils peuvent comprendre. On ne peut pas parler de spécisme, etc., à des gens qui sont complètement déconnectés de cette réalité. Et c'est pareil, et quand on parle à des gens, à des bouchers, quand on leur parle de compassion, les gens, non, ils ont besoin de travailler, ils ne comprennent pas. Donc, il faut juste leur parler en termes de justice, de leur dire que ce n'est pas juste, c'est tout, ne pas essayer d'éveiller leurs sentiments. Alors, une des actions les plus spectaculaires, je pense, sinon la plus spectaculaire, et vous pourrez la suivre, c'est une action qui a duré 4 jours. Vous voyez, c'était pour les 3 ans de 269. Chaque 26/9, on fait une journée spéciale. Et là, cette action donc, qui a été diffusée en streaming sur Internet, donc la peur, c'est la peur, ça s'appelait comme ça. Ces 4 activistes ont été enfermés dans un local et traités comme des animaux. Ils ont reçu une petite préparation psychologique, mais ils ne savaient absolument pas ce qui les attendait. Et tout ce qu'on leur a fait, expérimentation ou gavage, tout est réel, tout a été préparé, tout était avant sous contrôle médical, mais très dur. Les médecins ne voulaient pas, étaient contre cette action. Mais voilà, donc ils ne savaient pas du tout ce qui allait leur arriver chaque jour quand les bourreaux venaient. Exactement comme les animaux. Il y a quelque chose chez les animaux, à la souffrance animale, contrairement à la souffrance des humains. Les humains ont cette capacité de comprendre. Et quelque part, c'est une petite consolation. On sait qu'il y a des ordures, des pourris qui font souffrir, on comprend. Mais les animaux n'ont même pas cette faculté de comprendre. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas que l'homme est mauvais et ce qui va leur arriver. Donc, en plus, il y a cette folie autour. Donc, c'est aussi ça qu'on a voulu montrer. Donc, voilà les 4 candidats. Donc, ils ont eu le crâne rasé, l'oreille percée. Voilà. Enfermés dans des cages, donc gavés je crois que c'est des flocons d'avoine, donc c'est assez dégueulasse, hein, et c'est ce qu'ils ont mangé pendant 4 jours, les pauvres, et je les ai attendus à la sortie avec des feuilletés faits par ma mère. Voilà. Donc expérimentation. Voilà, donc ça, c'est des piqûres extrêmement douloureuses qui font gonfler. Donc, c'est vraiment pas une douleur feinte. Des produits vraiment qui brûlent les yeux. Voilà, et ça, c'était filmé 24 heures sur 24. Ça a été diffusé donc pendant ces 4 jours, nuit et jour. Un peu comme une émission de télé-réalité. Et voilà. Et la sortie s'est faite donc sur la place publique, sur une grande place de Tel Aviv. Et voilà. Donc d'autres autres militants sont venus nous rejoindre et voilà. Donc une action vraiment très spectaculaire. Alors, pensez-vous qu'il faille s'arc-bouter sur les notions de véganisme, de droit des animaux ou d'antispécisme? T'as des questions très précises? Ça veut dire quoi s'arc-bouter alors? S'appuyer vraiment solidement dessus. Ouais. Le prendre comme point d'appui. Voilà. Ouais. כל הכלים האפקטיביים שאנחנו יכולים, המטרה הסופית שלנו זה להיות אפקטיביים. אז יש מקום לכל גישה פחות או יותר, יכול להיות שזו לא גישה רווחתית או סוגנית, שפוגעת, בוא נגיד ככה, במאבק.
אני באופן אישי מאמין שצריך להתעקש כמה שיותר על סוגנות, במיוחד כי זה משהו שחסר מאוד היום. עיקר הפעילות בארץ ובעולם היא ניסיון לשווק את הטבעונות באמת, ואת הלייפסטייל ואת הבריאות ואקולוגיה ממקום אנתרופוצנטרי. כלומר, לא ממקום של פגיעה בבעלי חיים או מסוגנות, אלא בעצם ניסיונות לשווק את הטבעונות בתור תזונה. ומנסים לקדם החרמה של מוצר מן החי במקום לעשות שינוי רעיוני ברמה התרבותית והפילוסופית. ולכן אני כן חושב שאנחנו חייבים לעשות פה תיקון ולהתעקש ולהכניס יותר לדיאלוג שלנו ולקמפיינים שלנו המסרה שמבוססת על סוגנות ומלחמה בעליונות האנושית. Alors, 2016, un autre barbecue. Cette fois-ci, en plus des chats, il y avait aussi des têtes d'animaux ou un poulet avec les plumes. Donc exactement, donc la tête d'un animal dont les gens mangent le corps. Et voilà, donc c'est une parodie en fait, c'est une parodie du barbecue de l'indépendance. Donc avec les têtes, pareil, qu'on récupère. Là, en l'occurrence, je les ai achetées chez un boucher dans un village près de chez moi, dans un village arabe, comme ça tombe juste, c'était en période de Ramadan, je pense, donc voilà. Et les chatons, pareil, récupérés à la SPA. Donc voilà, les enfants sont horrifiés, donc les parents se plaignent. Et très vite, ça dégénère. Très vite, la foule se masse autour de nous, ça devient l'attraction. Et puis les gens commencent à être violents, à nous traiter de sadiques, de fous. Et nous, bien sûr, on ne donne aucune explication, puisqu'on ne fait pas du tout on cherche à convaincre personne. On les laisse avec leurs questions. Et voilà, et ça se termine. Et c'est nous qui sommes arrêtés pour trouble de l'ordre public, sous les huées, les applaudissements de la foule qui pense que justice a été rendue. Voilà. Et là, je peux vous dire, puisque le verdict a été rendu récemment, que pour ce procès, la police donc, a ouvert un procès contre nous pour trouble à l'ordre public et maltraitance d'animaux. Donc, et notre avocate, on a toujours des avocates avec beaucoup de personnalité, de caractère, enfin, a réussi à faire tomber toute l'accusation et donc on a été acquittés. Pourquoi n'essayez-vous pas les gens qui vous pas sous les huées, pourquoi n'essayez-vous pas de leur parler? Parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre et puis et justement on n'essaye pas d'expliquer, c'est après à la presse et puis on veut aussi un petit, c'est nous qui appelons la police hein, et on a des, pas des boucliers mais enfin un truc pour nous protéger parce que le premier barbecue, certains des activistes ont fini à l'hôpital parce qu'il y a eu vraiment des coups. Là, cette fois, pour le deuxième, on a appelé la police un petit peu avant de recevoir des coups mais on avait quand même des gilets sous nos vêtements. C'est pour ça qu'on a l'air un peu obèse, pour nous protéger en cas de bagarre, pour protéger nos organes vitaux, parce que c'est des gens qui peuvent aussi sortir un couteau. Hein. Donc voilà, mais donc la police nous embarque, mais c'est nous qui appelons les flics. Et voilà, et justement le but aussi d'avoir de cette provocation, c'est que les journaux en parlent. Voilà, et comme ce jour-là, il ne se passe jamais rien, parce que tout le monde fait la fête, chacun est en famille, donc la presse est très contente d'avoir un sujet à se mettre sous la dent, et donc souvent ils nous interviewent, Sacha, et là on peut expliquer et atteindre un public beaucoup plus vaste, puisque... Sacha prétend qu'on n'obtient rien par le biais de l'émotionnel, d'accord? Mais là, tous ces gens qui vous attaquent, ce sont des gens bouleversés parce qu'ils croient vous maltraiter. Donc, quelque
Sacha, il ne dit pas qu'on n'obtient rien par le biais émotionnel. Il dit que c'est très bien, mais qu'on n'insiste pas assez sur le spécisme, qu'il ne faut pas tout miser sur la compassion des gens. Parce que la compassion, ce n'est pas de l'action. On peut compatir. Voilà, moi, j'ai beaucoup de compassion pour plein de causes, mais je ne peux pas agir pour tous. Donc c'est pour ça qu'il faut parler de justice également. Et là, oui, bien sûr qu'on cherche à faire réagir les gens émotionnellement, à réveiller leur colère, à les provoquer, à déranger. Bien sûr. Mais ce n'est pas notre base pour l'explication. Autre action très très provocatrice aussi qui nous a valu les foudres de la presse et des réseaux sociaux, c'est Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, où donc on a mis en scène un abattage. Voilà, alors là peut-être que je vais mettre la vidéo parce qu'il y avait de la musique. Il y avait en fait la bande du film La liste de Schindler. Et donc, alors, ça, oui, c'est sur Facebook. Donc c'est le grand monument, le grand mémorial de la Shoah. Un violon reconstitué en morceaux de viande et une mâchoire de vache. Donc là, chacun portait un nom, c'est le titre d'un poème sur la Shoah. Et on a mis sur la pierre tombale des noms d'animaux. Ça, c'est la fameuse phrase d'Helmut Kaplan, qui est rescapé de la Shoah et qui dit « Nos petits-enfants, un jour, nous demanderont où est-ce que vous étiez pendant la Shoah des animaux et qu'est-ce que vous avez fait pour y mettre fin ?» Et là, on ne pourra pas dire « on ne savait pas ». Voilà, donc je vais passer... Voilà, donc là, il n'y avait pas de public. Alors, on a fait ça 2 jours avant le jour de l'Holocauste, parce que si on l'avait fait le jour même, d'abord le jour même, l'endroit est vraiment bondé, et hyper surveillé, on n'aurait jamais pu le faire. Donc, mais on l'a fait quand même juste 2 jours avant pour que le sujet, pour que ce soit assez proche de l'événement et permettre à la presse qu'il n'y a pas manqué de parler de ça. Donc, et voilà, donc c'est à nouveau... Alors,
כמובן התובנות כל הזמן משתנות, מבחינתי כל הפעילות שלי היא סוג של ניסוי שמתפתח כל הזמן. זה קריטי בעיניי שפעילים יישארו בחשיבה שהיא מאוד ביקורתית כלפי עצמם וכלפי חוץ. יש לנו תמיד מה ללמוד ולהתפתח, וזה תהליך שאף פעם לא נגמר. אז אם אנחנו עושים משהו נכון או משהו לא נכון, אנחנו תמיד צריכים לעשות הפקת לקחים ולחשוב איך אנחנו עושים את זה יותר טוב פעם הבאה. מבחינת מה השתנה, כמובן שברגע שעושים משהו הרבה פעמים, אז האפקטיביות שזה יורדת ותמיד צריך לחדש ולהכניס עוד אלמנטים ואפילו להקצין דברים. אז בהתחלה כשעשינו את הצריבות הראשונות אנשים הזדעזעו, היום כבר אנשים רגילים לזה, אז צריך להעלות את הרף כל הזמן ולחשוב איך בעצם לגרום לאנשים להיות מעורבים רגשית. כאילו המטרה שלנו זה להוציא אנשים מאזור הנוחות שלהם ולגרום להם לחשוב בצורה אמיתית, להעיר אותם בעצם. אנשים חשופים כל כך למסרים דרך המדיה, כל הזמן אירועים מאוד קיצוניים שקשה מאוד להגיע למצב שהם שמים בכלל לב או מודעים בכלל למצב, ולכן צריך לפעמים אמצעים קצת קיצוניים בשביל להעיר אותם ולגרום להם לתגובה בין רגשית או בין אינטלקטואלית. אז בהחלט התהליך הזה הוא מאוד דינמי וכל הזמן אנחנו לומדים ומתפתחים ונאלצים להתאים את עצמנו לסביבה שמשתנה כי הכל מאוד דינמי. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez Sacha, c'est quelqu'un qui met la remise en question, qui n'est pas dans l'hystérie de l'autopromotion et fermé à toutes les critiques, à tous les conseils, bien au contraire. D'ailleurs, nos actions, chez 269, chez nous, en tout cas en Israël, il n'y a pas de hiérarchie. Quelqu'un propose une action, chacune des actions que vous avez vues, c'est pas toujours Sacha qui les propose, ils inventent. À chaque fois, c'est une idée de quelqu'un d'autre. Et on la fait tous ensemble. Donc, quelqu'un dit « Ah, j'ai une idée d'action, je veux faire ça ». C'est lui qui la dirige, c'est lui qui la gère. Et nous, on est là, on l'aide, on donne notre avis, on aide comme on peut. Chacun se trouve un rôle et on fait tout ça ensemble. Souvent, l'action de départ et l'idée de départ et l'action finale, elle est totalement différente parce qu'on a beaucoup réfléchi à tous les... Et il y a autre chose qui sort. Et voilà. Et moi, mes actions, elles sont toujours trop extrêmes. Donc, parce que, je veux faire quelque chose au mur des lamentations, mais bon, c'est tellement bien gardé que... Voilà. Alors, une de nos récentes actions... donc l'année dernière, centre Dizengoff, dont on a vu la fontaine à l'extérieur, mais il y a aussi un immense centre commercial qui le vendredi est bondé. Il y a un petit marché de nourriture de traiteurs, de rayons traiteurs où que les gens viennent acheter. Donc là, pareil, on s'est introduit dans le centre commercial avec toujours nos têtes d'animaux surgelées, puisqu'on les garde dans un congélateur. Donc on a réussi à rentrer, on a déployé une grande affiche sur laquelle il est inscrit on ne se nourrit pas de la Shoah des autres. Et donc voilà, et nous on est là au pied d'un gros beau géant du monstre, je ne sais plus quel personnage il représente, mais c'est le centre du centre commercial en fait. Et donc, on est là et pendant que les activistes tiennent les têtes des animaux, d'autres ont des pancartes qu'ils retournent et de l'autre côté, il y a écrit « Bon appétit ». Et moi, que vous voyez là, j'ai un mégaphone qui diffuse des sons d'abattoir. Donc, les hurlements des animaux. Donc, les gens sont tranquillement en train de faire leurs courses, de manger. Et tout d'un coup, il y a ce spectacle assez choquant qui, comme d'habitude, après le premier moment de stupeur passé, donc les gens, tout d'un coup, ne comprennent pas d'où viennent ces cris, qu'est-ce qui se passe ici. Et bon, après, ça dégénère un petit peu, mais
On a réussi à sortir sans police et sans bagarre. On essaye de plus en plus de s'en tirer sans police parce qu'on ne veut plus de procès. Et le fait que 269 ne soit pas inscrit comme une institution formelle, une association, ça nous aide beaucoup à faire des actions anonymes et de ne pas avoir de procès parce que tout le monde est 269. Quand on vient voir Sacha ou des activistes pour leur dire qui a fait ça, comme pour les fontaines, ah ben on ne sait pas, ça peut être n'importe qui, puisque tous les activistes peuvent se réclamer de 269 et on n'a aucun registre, on n'a rien du tout, donc désolé. Donc ils n'ont personne à attaquer. Alors pareil, toujours dans le même esprit, d'amener les gens en face à face à leur nourriture, quoi, voir le visage de leur nourriture. En plus, là, c'est une tête de cochon. Je ne sais plus à qui je disais qu'en Israël, on abat plus de porcs que de vaches, 200 000 porcs, parce qu'il y a 1 million de Russes. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas juifs donc, ou pas religieux, donc ils mangent du porc. Donc, c'est vraiment des chiffres énormes. Et donc, une telle action qui ne demande pas beaucoup de moyens, qui ne demande pas beaucoup d'organisation, donc une action pas chère, facile et qui est légalement inattaquable, parce que voilà, on se sauve on met les têtes, on regarde les gens, on a toujours le haut-parleur qui diffuse, donc dans le restaurant, et on a fait ça dans 5 ou 6 restaurants du boulevard Rothschild, qui est une grande avenue très populaire, très branchée à Tel Aviv. Et voilà, donc dans plusieurs restaurants. Et quand on était viré du restaurant, on restait dehors à faire entendre les cris. Donc, alors, à nouveau, ce genre d'action, quand elle est prise séparément et qu'elle est faite une seule fois comme ça ne fait pas beaucoup d'effet. Mais imaginez ce type d'action répétée des dizaines de fois par semaine, un peu de partout comme ça, de faire ça sans arrêt. Ça rendrait vraiment la vie des gens qui mangent au restaurant intenable et ça déclencherait une véritable réflexion, un véritable phénomène de société sans qu'il y ait eu finalement de dégâts ni pour nous judiciairement, ni vraiment pour personne. Juste regardez en face votre nourriture. Et là, les gens sont dégoûtés, mais tu es en train de manger sa chair et tu ne veux pas le regarder en face. Donc voilà, donc toujours pour mettre l'incohérence humaine. Voilà. Alors le dernier barbecue, voilà. Donc pareil. Cette fois-ci, voilà. Cette fois-ci, on nous a accusés de, comme on nous considère, les véganes sont considérés comme des gens de l'extrême gauche en Israël, et c'est vrai que la plupart du mouvement, de manière générale, on est tous de gauche, mais là, ils nous ont dit, regardez, on souille le drapeau israélien, donc des sites religieux nationalistes nous ont accusés de souiller le drapeau israélien de sang, alors qu'en fait, ce n'était pas fait exprès, c'est moi qui ai renversé la bouteille en servant. Voilà. Mais finalement, voilà, c'était très bien. Et voilà, et je ne pouvais pas me faire arrêter, je me suis sauvée un petit peu avant la fin, parce que j'avais personne qui me gardait mes animaux. Et voilà, et après ce massacre, c'est les gens comme des sadis qui sont là, tout piétinés, à nous insulter. Enfin, c'est vraiment dans le film, c'est vraiment horrible, cette haine que ça déclenche. Cette haine complètement absurde de gens qui défendent des animaux alors qu'ils sont eux-mêmes en train d'en manger. Alors, voilà donc la réponse de Sacha sur la convergence des luttes. בעיקרון תנועה 269 ואני באופן אישי מאוד לא מאמין באידיאולוגיה הזאת. אני חושב שהיא מאוד מזיקה למאבק. זה גורם להרבה מאוד מאבקים פנימיים, כי אז כשמכניסים פוליטיקה אנושית, אז זה גורם לחילוקי דעות שמבוססים על מאבקים פוליטיים בין בני אדם, בין שמאל וימין
שיקולים זרים נכנסים לתמונה, זה מוביל לפגיעה מאוד חמורה באפקטיביות, וגם זה מוריד מהפוקוס של הפעילים עצמם. הרבה פעמים הם נגררים למאבקים של בני אדם במקום להתעסק בדבר הכי נוראי שקרה אי פעם על הפלנטה הזאת, שזה שואת בעלי החיים. אפשר לראות איזה דוגמאות פה בארץ וכמה זה יכול להיות הרסני. זה מגיע לרמות שבאמת כשמנסים ללכת ולעזור לפלסטינים שהם ללא ספק עוברים דיכוי מאוד קשה, וכמובן שאנחנו נגד כל פגיעה בזכויות בני אדם והכל, אבל כשמנסים לחבר את המאבקים אז מגיעים בעצם למצבים של עימות. בחברה הפלסטינית יש פגיעה מאוד חמורה בבעלי חיים ברמה האישית, זה לא מוסתר מהעין בצורה מתועסת כמו בישראל, אלא זה באמת קורה בכל מקום. כאילו, כשמגיעים להפגנות נגד הכיבוש, כמו שאני הייתי מגיע פעם, אז רואים כאילו שהם מביאים לשם חמורים שעברו התעללות, קושרים אותם ברגליים, נאלצים לשאוף את הגז המדמיע, זה דברים נוראים. או נגיד כשצה"ל מפציץ לול של תרנגולות ואז פעילים מתגייסים ללכת ולבנות מחדש את הלול, אז דברים שקרו בעבר וזה דברים שלמרבה הצער ימשיכו לקרות ככל שאנחנו נכניס פוליטיקה אנושית למאבק של בעלי החיים. אני באמת מאמין שצריך להפריד את המאבקים האלו, זה לא מה שאני נגד זכויות האדם, אני חושב שכרגע מה שחשוב, מה שבסדר עדיפויות זה מאבק לזכויות לשיקום בעלי חיים. אי אפשר בכלל להשוות את הכמות האקטיביסטים והמשאבים שיש לתנועה לשיקום בעלי חיים ולתנועה למען בני אדם. בן אדם יש לפחות בני אדם אחרים שרוצים לעזור להם, לבעלי חיים אין כמעט אף אחד וכמעט שום משאבים. בעלי חיים צריכים את מרב האנרגיה, המשאבים והזמן שלנו, וכמובן גם הפוקוס שלנו, ולכן אני מאוד מתנגד לרעיון של השילוב מאבקים, וממליץ לכם גם כן לחשוב על זה. Alors là, bon, comme je peux pas, donc pour les actions, les autres actions courantes que je vais pas détailler, mais bon voilà, on a été les premiers à faire des manifestations avec le mouvement d'Arabes israéliens, donc avec qui vraiment on s'entend très bien. Et on fait plein d'actions conjointes, bon voilà, ou des actions pour la fourrure, contre la fourrure bien sûr. Des actions de hackers cyberattaques. Donc là, c'est un site qui vend tout le matériel pour l'insémination artificielle des vaches. Donc on a hacké, tous leurs textes ont été changés par de textes sur 269, donc un texte pour exprimer l'horreur. Donc c'est le grand fournisseur de toute l'agriculture laitière et de viande, quoi, qui permet de la reproduction donc en Israël. Donc son site a été monopolisé, celui-là et quelques autres. Non, puisqu'ils peuvent attaquer personne, on ne sait pas qui. Voilà. Alors, des libérations d'animaux, des fois les agriculteurs mettent des cages pour piéger les corbeaux. Les corbeaux peuvent rentrer dans ces cages, mais ils ne peuvent pas en sortir et ils crèvent de faim pendant des jours, des agonies. Donc régulièrement, on va détruire ces cages. Là, c'est une action dans un poulailler, donc c'est des immenses poulaillers comme ça qui mesurent des dizaines de mètres de long, dont on a sorti 412 poules et après on a brûlé le poulailler. Donc comme ça, voilà. Et puis ça, c'est le veau de 169 qui est aujourd'hui un énorme taureau. Voilà, donc ça c'est quand on l'a... C'était vraiment une action... Bœuf, je crois que on dit ça pour la viande, mais en vérité c'est des taureaux, non? Oui, je pense qu'il est castré.
Alors c'est un bœuf? Ah d'accord, je ne savais pas. Ouais. Et bon voilà, sinon action classique, étiquetage, veiller devant les abattoirs, on en a fait pas mal. Le film est très beau, je ne le mets pas, mais c'était vraiment une très belle vidéo. Mais ça n'a pas eu beaucoup de répercussions, donc on a arrêté de le faire. Rentrée des classes avec 269, c'est très sympathique. C'est la veille de la rentrée des classes, on a dans une quinzaine de villes, toutes les écoles, on a lancé des petits prospectus dans les cours de récré et fait également de l'affichage pour les enfants, pour leur expliquer l'hypocrisie du système scolaire et aussi, et donc les cartes, c'était juste, c'était en fait un lien vers la conférence de Gary Yourofsky. Et ça, en fait, ça a fait monter les vues de la conférence de Gary Yourofsky. Et il est venu en Israël, d'ailleurs, peu après. Et voilà, vous êtes la génération future. Attendez, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Ce qu'il y avait... attendez. Voilà. Vous êtes la génération du futur. Aujourd'hui encore, vous pouvez choisir vous-même, vous pouvez choisir autrement, vous pouvez vous opposer au bourrage de crâne et enseigner à l'école. Enfin, en Israël, il y a une expression « faire l'école au système ». Et voilà, et venez rejoignez la lutte pour les animaux. Et donc... voilà, enfin, donc vraiment une action très très vaste et avec le lien sur la conférence de Gary qui a été traduite, sous-titrée en hébreu et qui est vraiment complète. Bon, donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc le lendemain, il y a eu une rentrée des classes assez spectaculaire. Sinon, à part ça, Sacha a reçu un prix très underground, le prix de l'activisme urbain l'année dernière à Tel Aviv. Il est régulièrement invité à donner des conférences dans le monde. Là, en l'occurrence, c'était à Washington. Et il y a beaucoup d'œuvres d'art inspirées par 269. Enfin, là, on ne le voit pas très bien, mais c'était vraiment toute une exposition de sculptures et inspirée par 269. Alors, il y a une bande dessinée de 169, il y a même le jouet, la poupée, et un truc qu'une fille a trouvé dans un bazar. Enfin, je ne sais pas s'il y a ici des bazars où tout a 1 euro ou des choses comme ça. Donc voilà, des porte-clés à l'effigie de la boucle d'oreille de 169, très certainement fabriquée en Chine. Et le 269 Rock Bar Café qui est... je ne sais pas si vous avez remarqué dans plusieurs des actions, une fille avec les cheveux multicolores, Eden, qui est styliste, qui s'occupe de nos costumes le plus souvent. Eux, ils sont repartis, avec Johnny, ils sont partis en Serbie. Donc voilà. Et ils ont ouvert un bar qui s'appelle le Rock Bar 269 et bien entendu, ils continuent à militer. Je ne sais pas si j'ai le temps, peut-être qu'on y reviendra si on a le temps, voir un petit peu. On avait une ferme, un refuge également, et avec la libération de 2 veaux adorables, Diana et Lina. Et voilà, donc, mais passons à cette question, le lien avec les autres antennes. Parce que 269, en fait, existe dans... je crois 84 villes dans le monde, plus ou moins actives. Elles sont pas, il y a beaucoup d'antennes qui sont en sommeil, qui se contentent d'exister par une page Facebook, mais il y en a beaucoup qui agissent aussi. En France, d'ailleurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5. היא תנועה בינלאומית שבעצם פועלת בצורה מאוד אוטונומית. אני מגיע מרקע של פעילות עם קבוצות שהיו יותר ממוסדות, איך שאומרים, והרגשתי שזה מאוד פוגע באפקטיביות שלי, ולכן החלטתי שצריך סוג אחר של ארגון. ככה ש269 היא... קודם כל זה ארגון שהוא לא רשום בשום צורה, הוא לא ממוסד,
ובעצם הוא פתוח לכולם בצורה של open source. כלומר, אנחנו מספקים את הכלים, את התמיכה, את ההפצה, ובעצם נותנים לשאר התאים ושאר הפעילים בעצם את הפלטפורמה להביא לידי ביטוי את הפעילות שהם מאמינים בה. תנועה מתנהלת ברמה הבינלאומית בצורה כזאת שבעצם אנחנו מקיימים לעתים אירועים בינלאומיים שכוללים את שאר התאים שלנו. אנחנו פועלים לפי מוטיבים וסוגי פעולות דומות, שכלומר אם יש לנו איזשהו רעיון שעובד, אנחנו מנסים לשכפל אותו ולקיים אותו ברמה הבינלאומית. אפשר לראות את זה נגיד ברמה של המיצגים שאנחנו עושים עם הגוף שלנו, למשל עם הקעקועים והצריבות. זה משהו שאפשר לראות בכל העולם, יש לנו פעילים מכל מדינה בעולם הזה שעשו קעקועים או צריבות, וזה רק ממשיך להתפשט משנה לשנה. אוקיי, נוסיף על סטופ. Donc voilà, ça c'est toutes les antennes dans le monde. Et là, vous avez un lien pour une petite vidéoclip où on voit toutes les actions dans le monde des différentes antennes 269. Donc c'est juste un vidéoclip en musique ou avec toutes les photos donc des antennes. Mais passons aux prochaines actions. C'est la dernière question. Hein, ça va. Ah non, je suis pas... Ouais, presque. לאמת את האזרחים, התוצאות של האידיאולוגיה שלהם והבחירות הצרכניות שלהם. כלומר, נמשיך להגיע למסעדות, לאירועים ציבוריים, משרדים ציבוריים, כל מקום וכל מצב שבו אנחנו מאמינים שיש איזושהי צביעות ושאפשר לחשוף שם את האידיאולוגיה של העליונות האנושית. אנחנו נמשיך להגיע לשם ולחייב אותם לעמוד על האמת ולדרוש צדק בשביל בעלי החיים. אחת המטרות העיקריות מבחינתנו, לפחות הסניף הישראלי, זה להגר לאירופה ולחזק שם ולפתוח פדרציה אירופאית 6269 שתמקסם את האפקטיביות שלנו ביבשת הזאת. אני מאוד מאמין באפקטיביות של הפעילות שלנו, הוכחנו את היעילות שלנו, וזה רק ימשיך לגדול ברגע שנתחזק ונגדול. Voilà, et là, je vous fais un petit... enfin, vraiment, personne ne le sait encore, donc vous êtes les premiers à voir les images de notre future action. Donc c'est avec l'artiste Anna Volchok, une artiste russe, qui a reconstitué tout le squelette d'une vache. Et c'est une action qui va se dérouler sur 7 jours, comme les 7 jours de deuil, les Shiva. Et le 7e jour, ce sera sur le cimetière du Mont des Oliviers. C'est un cimetière qui a une grande signification autant pour la religion juive, chrétienne que musulmane. Et voilà, donc ça c'est le petit dessin d'Anna qui met... voilà, donc c'est un petit... Bon, c'est de l'art, donc on peut tout mélanger. Donc c'est un petit peu le golem de Prague, vous savez, ce monstre comme ça, et petite histoire de résurrection, et en fait de faire les 7 jours à l'envers, 7 jours après la mort, donc jusqu'au jour de la mort. Et cet animal va être habillé, on ramasse donc depuis plus d'1 an des fourrures, du cuir, toutes sortes des objets religieux en cuir, en ossement, desquels on va reconstituer, Anna donc va reconstituer une vache. Voilà.
Voilà, et donc je pense que cette citation, vraiment, elle représente beaucoup Sacha et les activistes de 269 en Israël, en tout cas, qui font des actions très violentes. Mais je ne sais pas si vous avez vu comme Sacha s'exprime avec calme, sans aucune hargne, sans harangue, sans critiquer. Vraiment, c'est quelqu'un de très calme, de très sûr de lui, qui ne cherche pas la gloire ou la publicité, parce que on sait tous que vraiment qu'il faut déclarer une guerre radicale, que ce qui se passe est absolument horrible, inacceptable, et qu'il faut absolument le dire plus fort, le crier, faire des actions toujours plus extrêmes, parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne fait d'ici 2050, je pense que la consommation de viande va doubler ou tripler. Et en dépit de tout le succès du mouvement vegan, on voit bien que ça ne marche pas. Donc il faut vraiment repenser nos actions et essayer de provoquer ce changement qu'on espère tant des manières les plus efficaces possibles. Vous êtes nombreux en Israël? Non, disons que le noyau dur, aujourd'hui, on est une dizaine. Après, pour chaque action, il y a des gens, on est ouvert à tous, les gens se joignent, les gens viennent, partent. Voilà, si quelqu'un d'un autre mouvement vient et nous propose une action, et on accepte toujours de coopérer avec des autres mouvements, même si des fois, c'est pas tout à fait notre cause, comme par exemple Jeannette, c'est une Française d'ailleurs, qui dirige le mouvement anti-fourrure. Donc on répond toujours présent, ou pour la vivisection, voilà, même si on n'est pas pour les campagnes ciblées ni les actions welfaristes, non, on ne participe pas, mais actions ciblées qui ont parfois, qui relèvent, qui remettent le débat sur le devant de la scène. Voilà. Quelle est l'action qui a eu le plus de retombées médiatiques ou qui était le plus spectaculaire et la réaction des gens? Je pense que c'était le marquage au niveau international, oui, le marquage au fer rouge, parce que jusqu'à présent, personne n'avait encore, enfin en tout cas pas dans la cause animale, je sais qu'il y a un artiste russe qui s'est, comment dirais-je, Il s'est fait marquer. Il s'est fait marquer. Non, il a cloué ses testicules devant le Kremlin. Donc ça, je crois que c'est l'action la plus extrême, mais on n'en est pas encore. Il s'est également enroulé dans du fer. Mais même ça, je pense que c'était après le marquage. Donc il n'y a pas beaucoup d'actions comme ça. Où il y a peut-être aussi les moines tibétains qui se sont... mais bon, on n'est pas suicidaire. Donc je pense que oui, c'est l'action qui a le plus choqué. Voilà, mais sinon les barbecues, ça choque pas mal en Israël localement. Et Yad Vashem aussi, le mémorial de la Shoah. Mais sinon, toutes ces actions ont eu beaucoup de répercussions en Israël. Et dans le monde, les actions ont été reprises. Question? Quand Sacha parle de l'efficacité, ce qui compte, c'est l'efficacité. À quoi peut-il la reconnaître, puisque il y a peut-être de plus en plus de véganes, mais ce ne sont peut-être pas des véganes permanents, et pour quelles raisons? Et ensuite, le nombre d'animaux massacrés ne diminue pas. Alors vous avez un réel impact médiatique, mais c'est souvent, et c'est la question que je voulais poser deuxième, tous les journaux parlent de vous, en tout cas en Israël. Est-ce que vous avez des organes de presse favorables? Parce que si c'est en mode scandale, profanation, où est l'efficacité? Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif? Alors, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, et que finalement le débat sur les animaux, l'essentiel c'est qu'il arrive à la presse. La presse est relativement neutre, donc oui, en termes de mesurer l'efficacité, oui, on n'a pas beaucoup, on a deux moyens, c'est d'une part si on arrive à recruter d'autres activistes, et d'autre part, si la presse, si les médias en parlent, si les réseaux sociaux en parlent. Donc c'est principalement ça, puisque nous, on ne fait pas de conversion au véganisme. Ça. Ensuite, est-ce que la presse nous est favorable? Haaretz nous est très favorable, puisque je pense que
deux des principaux journalistes sont véganes en plus, donc oui, donc régulièrement, l'action à Dizengoff Center a eu un énorme, enfin deux ou trois pages dans Haaretz, donc qui est le principal journal en Israël. Et donc oui, donc la presse ne nous est pas toujours défavorable, mais quand bien même, c'est encore amener le débat sur le devant de la scène. Et du coup, par rapport aux journalistes, est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? Est-ce qu'ils comprennent l'injustice et le côté rationnel et tout ça? Et est-ce que le grand public comprend aussi si c'est marqué dans les journaux? Alors, puisqu'on en profite à chaque fois pour expliquer ce qu'est le spécisme et pour dénoncer quoi, cette incohérence et cette injustice. Donc oui, ça atteint maintenant, il y en aura toujours, non, mais, et même parmi les véganes, on est très critiqués également parmi des activistes qui prônent de tout autre moyen, qui en sont encore au tractage, et je les critique. On ne les critique pas parce qu'on est tous passés par là. Simplement, à un moment donné, on a évolué, mais moi, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'heures que j'ai passé à cuisiner du tofu et à le distribuer à des gens qui finalement n'en ont rien à foutre, qui sont venus manger gratuitement. J'ai vraiment senti que j'ai perdu mon temps. Alors oui, peut-être que j'ai réveillé la conscience de quelques personnes, mais c'est encore trop d'investissement pour si peu de résultats. Tandis qu'une action qui est que dont la presse va parler, alors oui, alors il y aura toujours des gens contre, mais le nombre de personnes qui vont être enfin confrontées à ce sujet, qui n'y avaient jamais pensé, ça vaut le coup. Et ils comprennent ou pas? Tu as l'impression que dans le grand public, l'opinion publique comprend ou pas l'injustice? Je pense que les gens ne sont pas complètement idiots, et quelque part, oui, les consciences, je pense que les gens, dès qu'on dit qu'on est vegan, les gens vont nous dire « Ah oui, mais moi, je mange presque pas de viande », des choses comme ça. Ou récemment, un collègue à mon travail m'a dit tu sais, on se moque de toi et tout, on critique, mais en vérité, on sait tous très bien que tu as raison. On sait bien que c'est toi qui es dans le vrai et qui a raison. » Et c'est des gens que je n'ai jamais essayé de convaincre de devenir vegan, où je leur dis juste, je pense pas que ce soit juste de tuer des animaux, j'ai pas envie de manger des êtres qui voulaient vivre. Et rien d'autre, et je parle ni de santé. D'ailleurs, j'en parle même pas, c'est eux qui me parlent, puisque je ne fais pas de recrutement, de prosélytisme. Oui. Par rapport aux actions, c'est vrai que ça heurte le grand public. Moi, j'ai tendance à me dire que quand on heurte quelqu'un, il ne va pas forcément se mettre en question, mais plutôt se renfermer et renforcer peut-être des comportements qu'il a déjà. Et j'ai du mal à me dire que ça puisse les faire se mettre en question. Mais justement, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas le propos de ces actions. Le but n'est pas de convertir... Alors, en parlant des pique-niques, là, du barbecue, vous avez dit que vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas expliqué pourquoi vous faisiez cette action. Et que du coup, en rentrant chez eux, peut-être que les personnes allaient réfléchir à ce qui s'était passé. Oui, ils vont lire ils vont lire les journaux, ils vont regarder la presse. Et oui, c'est vrai qu'il y a toujours les gens qui vont dire « Ah bah, je vais aller me faire un steak ». Et puis d'ailleurs, même, ils viennent, ils brandissent leur brochette sous nos yeux, ils disent bah, « Tiens, mange-en ». Donc, on ne compte pas du tout sur l'intelligence de ce genre de personnes qui, de toute façon, refusent de se remettre en question et qui se sentent agressées. On pense plutôt sur du long terme, le fait que la presse en parle et que ça réveille des débats et des disputes et des discussions, c'est plutôt ça qu'on cible. La polémique, soulever la polémique. Voilà, la polémique pour amener à un véritable débat sur l'injustice. Vous avez toujours les médias dans les actions, ou des fois ça rate et puis vous êtes pas couvert par... Des fois, ça rate. Des fois, ces actions-là, elles ont tous été couvertes. La nuit, devant les abattoirs, presque rien. Et pourtant, c'était vraiment très impressionnant ce qu'on avait fait. Mais sinon, en général, on s'arrange tout. On a toujours au moins un article, mais les actions que je vous ai montrées, elles en ont toutes eu dans les principaux médias. Et d'ailleurs, si vous allez sur la vidéo et vous appuyez dans les liens que j'ai mis, c'est souvent pas nous qui avons filmé, mais c'est aux infos, vous verrez l'émission Les Infos.
Ouais, ces actions, c'est quoi? C'est tous les jours, toutes les semaines? Parce que tout à l'heure, tu disais on est 10 activistes reconnus. Tu disais... Enfin, avant, on était plus, mais comme il y a eu une grande scission... Ouais, et justement, c'est quoi la répression? Parce que tu disais il faudrait faire ça tous les jours, partout. Mais est-ce que tu imagines pouvoir faire ça tous les jours, partout, sans se faire choper? Mais pas nous, hein. Pas que nous, quoi. Mais même s'il y a par exemple, 100 personnes ou 200 personnes, je veux dire, dès que ça arrivera, plus il y a de gens, plus ils font ça, au bout d'un moment, la police va venir au bout de 5 minutes, tu vas te prendre des amendes et ça sera réglé. Comment tu imagines que ça peut se faire? Non, on ne prend pas d'amende parce que d'abord, on prend conseil, on a également un avocat parmi nous, donc on sait exactement quels sont les risques encourus. Et pour ça, rien n'est prévu quoi, par la loi, c'est même pas trouble de l'ordre public, parce que le restaurant, c'est un espace privé. Voilà, on est venu, voilà, c'est pas plus que quelqu'un qui vient vendre des petits gadgets pour les sourds-muets dans des restaurants et qu'on chasse, on les traduit pas en justice, ces gens-là, donc c'est une action qui juridiquement zéro risque, et voilà, les flics ne peuvent même pas nous arrêter, même à la sortie, parce qu'on fait rien d'illégal, on est là, on fait rien de mal. Peut-être le mégaphone, c'est peut-être la seule chose qui pourrait réclamer une autorisation, mais nous, par exemple, même toutes nos manifestations, nos actions, on ne demande jamais d'autorisation. C'est à partir du moment où c'est organisé, autorisé par l'État, ça perd un petit peu de... Oui. Les actions, elles ont pour but principal de provoquer des émotions pour ensuite amener l'audience à écouter ce que vous dites dans les journaux, dans les articles, et visibiliser depuis là le côté rationnel. Est-ce que vous avez pensé aussi, enfin, c'est ce que je pense, est-ce que vous avez pensé aussi à mettre à travailler dans les sections commentaires sur les réseaux sociaux de toutes les personnes en fait, donc tous les médias qui postent à votre propos, au propos des actions? Est-ce que vous avez pensé à intervenir fortement dans ces sections commentaires pour expliquer vos actions, en sachant que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux souvent s'intéressent autant au titre et à l'image que aux premiers commentaires qui sont en dessous des posts? Alors, oui, autant que possible, on répond, et là, oui, on peut plus expliquer, on peut plus envoyer des liens, etc. Mais généralement, ce sont des activistes qui ne sont pas forcément avec nous, mais qui nous connaissent, qui comprennent, et qui, eux, vont répondre, vont s'occuper de diffuser dans les médias et de répondre aux commentaires. On a aussi notre plus grand ennemi, mais en même temps, c'est celui qui nous aide le plus, c'est un rappeur israélien d'extrême droite, enfin, ou de droite, mais très raciste, comme ça, qui nous déteste et qui poste toujours pour se moquer de nos actions, et comme il a un vaste public, donc ça nous fait beaucoup de pub. Axel, voilà. Voilà, et je sais pas si c'est connu en France, Eminem, le groupe Eminem, je crois qu'il faisait partie de s'est séparé. Voilà, donc, mais comme déjà tout est inscrit, toute l'idéologie, elle figure sur le site, c'est expliqué, et puis les actions aussi sur notre page Facebook, elles sont vraiment expliquées en détail. Ceux qui veulent vraiment se donner la peine de comprendre et qui trouveront des explications rationnelles. Oui. Tu dis qu'à chaque fois, il y a un message qui porte sur la notion de spécisme, mais au départ, 269, Libération animale, c'était un message véganiste, non? Au début des actions. Non, c'est pas le cas? Jamais, puisque la première action, c'est le marquage. Et Sacha a quitté Anonymous, donc qui était l'équivalent de L214. En fait, il a été viré, lui et quelques autres activistes, parce que jugé trop extrémiste. Et l'un d'entre eux, Kobe d'ailleurs, après a ouvert, il y a eu aussi une autre petite association qui s'appelait Libération Animale, juste, mais qui était aussi bien radicale et qui montrait des films, enfin qui n'avait pas peur. Et après d'ailleurs, Kobe, c'est celui qui maintenant il a quitté le mouvement pour se consacrer au développement de Supermeat, la viande biologique, je crois que c'est la conférence qui suit.
Et ça avance vraiment parce qu'il s'est dit que ça va prendre longtemps et en attendant, peut-être qu'on peut éviter de tuer autant d'animaux. Et donc, ça serait bien de trouver un moyen de produire, donner de la viande carniste sans tuer d'animaux. Et voilà, mais non, jamais à part ça, quoi, jamais vraiment. Le mot vegan n'apparaît quasiment pas sur les publications de 269. Ils disent que c'est bien d'être vegan, mais que ça ne suffit pas. C'est comme si on n'est pas spéciste et qu'on considère que la vie d'un animal a la même valeur que la vie d'un être humain, et qu'on se dit, ok, là, il y a un camp de concentration, on fait travailler des humains, des êtres humains, notre famille qui travaillent comme des esclaves, où ils sont battus et tués à la fin. Est-ce qu'on va se contenter de dire, je boycotte, je n'achète pas les produits, ou bien on va hurler et tout faire pour libérer ces gens? Donc voilà. Donc, oui. J'ai une question. En Suisse, en fait, l'association se nomme 269 Libération Animale. C'est la scission dont tu as parlé, en fait. Ah non, moi je parlais de la scission en Israël, parce qu'on me demandait si on était nombreux en Israël. Avant, oui, avant la ferme, etc. Mais après, il y a eu cette même Tal Gilboa qui fait la pub de Zoglobek, qui s'est greffée sur un autre mouvement, sur Alf Israël, qu'elle a fini par détruire aussi pour créer maintenant Total Libération. Et donc voilà, et qui est plus, qui malheureusement, qui cherche plus la gloire que la libération animale. Mais qui nous a causé beaucoup de tort, parce que cette personne a eu la chance de passer à la télé, donc dans cette émission Le Loft, là, donc elle a eu un immense public, mais c'est le public qui regarde ce genre d'émission qui est dans son camp maintenant. C'est ce public qui, aux marches pour les animaux, il y avait 30 000 personnes, vont ramener plein de drapeaux israéliens, alors que ça n'a aucun rapport avec l'État, la politique, et qui vraiment un peu brisé l'élan du mouvement que Sacha avait insufflé en Israël, un mouvement fort, uni. Il y a eu vraiment une réelle cassure. Et puis là, ce qui se passe avec 269 Libération Animale, c'est un petit peu pareil. Enfin, pas un peu pareil, mais en tout cas, voilà. Les actions sont... Oui, les actions sont faites, mais je ne sais pas si vous avez vu sur la page de l'événement, quelqu'un a écrit vous copiez nos actions, vous volez nos actions et vous nous critiquez, alors que non, on a tout fait avant, quoi, au contraire, puis nos actions, on veut les partager, on veut qu'elles soient copiées, on donne tous les conseils et les outils à quiconque veut faire des actions comme ça. On s'en fout de notre logo, on s'en fout de revendiquer rien du tout, quoi. Contrairement, malheureusement, il y a certaines antennes. En France, les antennes sont très hiérarchisées. Il y a les chefs, il ne faut rien dire, il ne faut pas critiquer. Tout ce qui ne fait pas comme eux est critiqué. Et nous, on n'est pas tellement d'accord avec cette approche. Mais comme Sacha refuse de s'interposer en tant que juge et chef du mouvement et de s'en mêler, donc du coup, certaines antennes se sont désolidarisées de nous parce qu'on a refusé de rejeter d'autres antennes moins radicales et qu'on dit que chacun fait ce qu'il veut, toutes les actions sont bonnes finalement, et on donne l'exemple, vous suivez, c'est très bien, mais de toute façon, tout ce qui peut être fait pour les animaux, c'est toujours bon. Voilà, donc on refuse un peu de rentrer dans ces luttes de... Voilà. Mais malheureusement, souvent, peut-être qu'un des défauts de 269, c'est de ne pas assez faire son autopromotion, de ne pas assez se mettre en avant. Voilà, on n'aime pas trop Facebook. Mais bon, mais malheureusement, il faut, quoi. Il faut faire ça, c'est nécessaire. Voilà. Là, justement, ce sera l'objet de la question suivante. Quelle est ton opinion de l'antenne 269 locale? Donc, je pense qu'on est près de Lyon. Tu les connais certainement. Alors, j'étais très proche. Hein, je veux dire que oui, j'étais très proche. C'était comme des frères et sœurs pour moi. Et malheureusement, quand j'ai pris la défense d'autres antennes de 269 France Paris et j'ai refusé de
de les dénigrer, de les rejeter. Donc j'ai moi-même été considérée, moi, Sacha, comme des traîtres et tous les liens ont été coupés, mais je trouve leurs actions très bien. Voilà. En tant qu'activiste, je pense que ce qu'ils font, c'est bien. Je trouve juste qu'il y a un petit peu trop de hargne, un petit peu perdu, quoi, un peu inutile. Mais leurs actions, oui. Et une deuxième question, puisque tu es franco-israélienne ou israélienne. Est-ce qu'il existe parallèlement à 269 en Israël un mouvement ALF un peu plus clandestin, un peu plus qui fait les mêmes choses Non. Non, parce que la LF, en fait, c'était ridicule. ALF, parce que justement, ALF, c'est clandestin, et eux ne pensaient qu'à s'afficher de partout et à se faire connaître. Donc, puisque Tal Gilboa, c'est la gloire avant tout. Et donc, non, ils ne faisaient pas vraiment d'action clandestine. Nous, on en fait, donc comme les libérations et tout ça. Voilà, mais c'est plus rare, quoi. Attends, il y a quelqu'un derrière. Je voulais juste savoir comment vous étiez perçu, entre guillemets, en Israël, si vous étiez populaire, parce que tout à l'heure, les enfants, entre guillemets, savaient que vous défendiez les animaux, donc c'est que vous êtes, enfin, par exemple, en France... Oui, voilà, ils savent que 269, bien que pour les barbecues, on met pas de logo, on s'affiche pas, sinon on se fait griller tout de suite. Mais est-ce qu'on est populaire? Est-ce qu'on est aimé? Par exemple, en France, quand on s'intéresse à la cause, bien évidemment, on a entendu parler au moins une fois. Mais par contre, n'importe qui ne regarde que le journal télévisé a entendu parler de L214, même s'il ne s'intéresse pas à la cause. Ouais. Et du coup, je voulais savoir, comme c'est quand même né en Israël, je suppose que c'est plus important là-bas pour que même les enfants sachent que ce qu'il y a derrière. Alors, c'est très connu, 269 en Israël est vraiment connu. Il y a même une série télé où il y avait des personnages qui étaient inspirés de nos personnages, donc des activistes. Bon, c'était un petit peu, c'est pas une super série, mais bon. Et oui, 269 est souvent cité comme le représentant de la cause animale. Et voilà. Mais Tal Gilboa plus. Et Tal Gilboa, c'est même pas le nom de son mouvement, c'est son nom à elle parce que ça a été une star de télé et qu'elle fait des pubs maintenant à la télé. Donc maintenant, c'est elle, quand on parle de véganisme, dans le milieu populaire, c'est son nom qui va revenir. Et en Israël, Sacha pense que il n'y a plus grand chose à faire, que les activistes sont trop endormis sur leur laurier et qu'à force de petites réussites de restaurants véganes, de produits véganes, ça, ils ont un petit peu oublié de lutter, il le dit un peu, et c'est pour ça, et puis d'un autre côté, il dit qu'Israël, c'est un petit marché par rapport aux milliards d'animaux qui sont tués en Europe. C'est un tout petit pays, Israël, je crois que c'est plus petit que Paris. Donc c'est pour ça qu'il veut aller en Europe. Donc on a déjà nos amis en Serbie et certainement à Prague. Ils pensent qu'il y a plus de travail à faire et puis on a d'autres antennes plus collaboratives. Il me semble que c'est dans un livre d'Henrik Caron que j'avais lu que Israël serait susceptible d'être le premier pays végétarien au monde, il me semblait. Peut-être, mais voilà. Mais à nouveau, il faut pas croire. Je pense que aussi ça arrange un petit peu Israël de surfer sur la vague végane, de dire on est le pays, la capitale des gays, la capitale des véganes, etc. Ça leur fait une bonne pub. Mais au final, comme disait Sacha, les véganes ne sont pas vraiment véganes et en matière d'animaux tués, il n'y a aucun progrès. Et juste dernière chose, tout à l'heure il disait que certains sont véganes entre guillemets parce que c'est la mode, mais du coup je me posais la question, est-ce qu'il n'y en a pas par exemple qui se font, alors peut-être pas marqué au fer rouge, mais le tatouage tout simplement pour être à la mode aussi? Possible, oui, il y a plein de gens qui ont fait des 269 comme ça, mais l'idée du chiffre 269, c'est aussi de vulgariser, de le faire passer pour un symbole facile à retenir, une sorte de hashtag comme ça qui va marquer les esprits. Donc même si c'est juste un graffiti et que c'est juste pour frimer, comme moi j'écrivais ACDC sur mon sac à dos quand j'étais jeune, alors que je déteste le hard rock. Donc mais voilà, mais ça faisait bien. Donc oui, ça leur faisait quand même de la pub. Oui. Ouais, j'ai quand même un peu du mal à croire que tu dis ça fasse aucun progrès le développement des restaurants véganes parce que les gens mangent pas plus qu'avant et en termes de consommation de viande par personne, s'ils mangent un repas vegan, ça fait
sur le long terme, ça fait un animal de moins tué. Oui, mais par rapport à la démographie, ça ne rattrape pas, le nombre de véganes ne peut pas rattraper la démographie parce que des gens naissent et il y a sans arrêt de nouveaux carnistes. Maintenant, c'est vrai qu'en Israël comme en Palestine, d'ailleurs c'est une cuisine très commune, d'ailleurs on avait pensé faire un repas comme ça, moi j'adore la cuisine palestinienne. Et c'est vrai qu'à la base, les Palestiniens ne mangeaient quasiment pas de viande et que l'arrivée d'Israël, de l'occidentalisation, ça a entré la viande dans les menus. Mais tout de même, par rapport à d'autres pays, Israël, le falafel, le houmous, la trina, c'est au menu. Et puis comme la religion interdit de mélanger la viande et le lait, de manger ensemble, donc tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère, donc un commandement purement pour éviter la souffrance animale, enfin symbolique, comme ça, qui a été repris par la religion comme une interdiction de les manger ensemble. Donc beaucoup de gens ne veulent pas manger de viande pour pouvoir manger du fromage et ne pas attendre les 6 heures entre les deux. Donc voilà, puis oui, il y a pas mal de végétariens de manière générale. Oui. Ouais, pour rebondir sur ça, je trouve super bizarre ce calcul de il y a 300 000 personnes qui naissent chaque jour et du coup, s'il y a des gens qui mangent vegan, ça ne change rien. Parce que, comme tu dis, on mange 2-3 fois par jour. S'il y a des restos véganes partout et que les gens mangent des trucs véganes, ils ne mangent pas d'animaux. Et donc, plus il y en a, moins il y a d'animaux tués. Et le fait qu'il y ait plus de gens qui naissent, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de resto vegan, il y aurait plus d'animaux tués. Le fait qu'il y ait des gens qui naissent et qu'il y ait de plus en plus d'animaux tués, ça, de toute façon, ça se passe. Et ça se passera. Qu'il y ait des restos véganes ou pas. Donc s'il y a des restos véganes, si les gens deviennent véganes et arrêtent de manger les animaux, ça en sera toujours moins tué. Et je dis pas que c'est mal qu'il y ait des restos véganes. Non, je pense que c'est un mauvais calcul, parce qu'en fait, les deux sont complètement indépendants. Les gens vont naître, les gens qu'on a prévus qui vont apparaître, ils vont apparaître, donc eux vont peut-être manger les animaux et les gens, c'est pas sûr. Mais tous les autres, du coup, qui en mangent encore, si on fait rien, ils vont en manger. Ça fera plus d'animaux tués. Et le deuxième truc, après tu réponds à tout si tu veux, c'est de se dire on va convertir 1000 personnes par jour. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait 1000 militants, ou 1000 ou 10 000 en tout, et que chacun allait convertir une personne par an. C'est pas point, et c'est toujours les mêmes, c'est comme si c'est toujours les mêmes qui allaient convertir les autres. Alors que nous, pour la plupart, on n'était pas ni véganes ni militants, il y a peut-être un an ou deux en fait. Et donc il y en a de plus en plus, et plus il y a des gens qui sont soit véganes, militants, mais plus il y en a en fait. C'est pas comme s'il y avait une base de militants qui était réduite à 10 personnes, et qu'il n'y avait que elles qui avaient la charge d'aller parler à d'autres gens. C'est pas un truc qui se compte comme ça, quoi. Je finis, un troisième truc, c'est qu'aujourd'hui il y a Internet, il y a YouTube, et il y a une personne qui, avec une vidéo, peut convertir, entre guillemets, mais peut parler à 1 million de personnes d'un coup. Et ça existe déjà, en fait, c'est déjà le cas. Donc du coup, de se dire que ça va marcher petit à petit, parce qu'on va juste parler aux gens, c'est hyper réducteur, alors qu'aujourd'hui il y a Internet et que ça marche, ça marche de parler aux gens, mais ça marche aussi de parler sur Internet, et on peut imaginer des gens qui parlent à des millions de gens d'un coup, et si les vidéos sont vraiment bien faites, qu'il y en a une dizaine qui vraiment jouent pour toucher beaucoup de gens d'un coup, mais de manière exponentielle par rapport même à la démographie, quoi. Même 214 avec ces vidéos, ça n'a pas changé grand-chose dans le nombre d'animaux tués tous les ans depuis 5 ou 6 ans. C'est difficile. Il y a plus de poulets tués, peut-être moins de bœufs ou moins de moutons, mais beaucoup plus de poulets. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont tournées vers une alimentation végétale suite aux vidéos de 214. Il y a l'exportation qu'il faut, c'est les chiffres aussi. Et le débat de société, je pense avec l'exportation. Ah non, attends. Oui, non, c'est sur mes idoles. Hein. Moi aussi, j'adore L214. Je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la politique de conversion, à elle seule, ça peut être bien, mais ça ne va pas suffire à abolir l'exploitation et le meurtre des animaux. De la même manière que le christianisme ou les témoins de Jéhovah qui ont beaucoup plus de moyens que la cause animale, que nous, que les activistes cause animaux pour convertir les gens, n'ont toujours pas, après des années, n'ont toujours des siècles, n'ont toujours pas réussi à convertir tout le monde au christianisme ou à être témoin de Jéhovah, et c'est pas faute de faire beaucoup de travail. Je pense pas qu'on réussira à convertir tout le monde au véganisme. Alors, juste pour ce truc-là, je pense que c'est aussi un mauvais raisonnement de dire ça, dans le sens où, déjà, comparer les deux, il y en a certains, quand on parle de pas tuer d'animaux parce qu'on n'a pas besoin de les manger et qu'ils n'ont pas envie de mourir, c'est quand même différent des autres arguments qu'on peut entendre pour des religions ou d'autres idéologies. Mais pour toi, non, pas c'est factuel. C'est quand même assez différent. Quoi. Et il n'y a qu'à voir le nombre de personnes plus ou moins converties récemment, je veux dire, c'est quand même assez différent.
Ensuite, tu dis on va pas convertir tout le monde avec ça. Moi, c'est pas spécialement ce que je prône, mais ce que je veux dire, c'est que dire ça, ça se trouve, c'est vrai en fait, ça se trouve, tous les jeunes qui ont moins de 15 ou moins de 18 ans aujourd'hui vont devenir véganes. Peut-être qu'il y aura 80% de ceux-là qui vont devenir véganes, que le monde deviendra végane dans leur époque, et que tous les autres qui ont plus de 18 ans aujourd'hui vont peut-être jamais devenir véganes, mais ils vont mourir à un moment. Peut-être qu'on peut arriver à un monde végane juste en convertissant les gens un par un, et en prenant par exemple tous les gens qui ont moins de 15 ans ou 18 ans, parce qu'ils ont plus de facilité à changer. Qu'est-ce que tu fais de la population chinoise, enfin, de ces milliards d'êtres humains, ça prend... Alors ok, oui, tu as raison, peut-être qu'on va y arriver, avec des Chinois qui parlent chinois, mais combien d'animaux vont mourir pendant les siècles que va prendre le passage au véganisme? Combien d'animaux? On n'a pas le temps, oui, c'est vrai, on peut prendre notre temps, convertir et se dire ok, le véganisme, allons-y. C'est tellement plus agréable. Moi, je peux t'assurer que je préfère faire un stand, discuter avec des gens, que d'aller me couvrir de faux sang et me faire arrêter par les flics et huer par le public. Je déteste faire de l'activisme, vraiment. Moi, j'aime que rester chez moi. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tout simplement, logiquement, au niveau des chiffres, il y a beaucoup, la démographie avance beaucoup trop vite pour qu'une politique de conversion au véganisme ait un impact assez signifiant et relativement vite. Enfin, quand je dis vite, ça ne veut pas dire dans 10 ans, mais au moins 30, 40 ans qu'il y a un réel changement. Juste avec la conversion au véganisme, je pense que ça ne suffira pas. En revanche, ce qui est bien, c'est de convertir des véganes à l'activisme. Ça, oui, ça peut aider, ça peut aider. Et à nouveau, je dis pas que c'est pas bien. Vraiment, chaque végane, c'est une petite victoire, mais c'est tellement pas signifiant par rapport au nombre d'animaux tués qu'on est obligé de penser à d'autres stratégies. Oui. Oui. Pour l'aspect course au spectaculaire justement de toutes les actions, c'est de voir justement que ça montait en puissance parce que d'abord le marquage ça faisait réagir et puis maintenant moins. De devoir en fait toujours aller un peu plus loin pour pouvoir marquer les gens, pour avoir des articles dans les journaux. Est-ce que ça mènera pas à une impasse à un moment? Parce que ça sera tellement difficile de choquer encore les gens. C'est pour ça qu'il faut toujours se renouveler. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu les dates, on ne fait pas des actions tous les jours, ni même toutes les semaines. On en fait 3-4 par an. C'est des actions qui demandent beaucoup de préparation et de moyens. Et parce que surtout, les idées, la créativité, et une fois qu'on a l'idée, la réalisation de son idée n'est pas toujours possible. Donc oui, c'est très difficile, mais il le faut. Et je pense que quand même, il y a assez de créativité. Et puis surtout, quand nous, on touche beaucoup à l'art, enfin, on pense que l'art est un bon moyen de communiquer et de se révolter. Mais oui, à un moment donné, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Mais des fois, justement, il ne faut pas aller chercher tellement loin dans l'extrême. Les dernières actions d'amener des têtes sur la table face aux gens, dans les restaurants, dans les centres commerciaux, c'est une idée finalement pas tellement... J'ai une question. Là, tout à l'heure, tu as dit que les têtes, vous avez acheté. Oui. L'année dernière, il y a eu une action qui a été faite comme ça avec 259 plaques Paris. Les têtes de l'eau qui avaient été achetées. Pardon? On n'entend pas. On n'entend pas. Tu peux parler plus fort? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? C'était une action pour la Coupe des Mers. Il y avait un buffet qui était mis avec des têtes de l'eau. Et les deux têtes de l'eau pour 269 plaques Paris ont été achetées en coup de boucherie. Et ça a créé une grosse polémique au sein de l'association. Oui. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, d'abord, on les paye pas une fortune. En fait, j'avais été à l'abattoir la veille, ils devaient m'en donner, mais j'avais un petit peu peur qu'ils me plantent. Et puis en plus, comme c'est dans un village un petit pas très sympathique, donc et effectivement, il m'a plus répondu au téléphone après. Donc, plus je me suis dit, en essence, d'aller jusque là-bas et de revenir, ça va me coûter plus cher que les 10 shekels. À savoir, 10 shekels, je crois que c'est 2,5 € que m'ont coûté les têtes, chaque tête, donc chez un boucher qui me les a gardées parce qu'il ne s'en servait pas.
Donc des fois, d'accord, on n'achète pas, mais des fois, il faut tout simplement réfléchir. Je pense que si, ça vaut le coup parfois d'investir. C'est pas cet argent qui va enrichir l'industrie alimentaire. On n'en est pas à quelques. Donc si oui, des fois, on doit acheter de la viande, des animaux morts, ben oui, il faut le faire. Et oui, j'ai trouvé assez injuste la façon dont certains ont agressé les activistes avec ces ouais. Maintenant, j'ai 2 dernières questions. Est-ce que vous faites des blocages d'abattoirs? Ah oui, on en a fait. Mais finalement, on trouve que c'est pas très efficace et ça a été trop fait. La presse n'en parle quasiment pas. Et puis souvent, ça fait souffrir les animaux qui sont bloqués dans les camions, ou la panique et tout ça. Donc, Okay. Et la deuxième question, c'est tu dis, on avait dans une opération là, où vous avez libéré 412 poules, et après vous avez brûlé le poulailler? Oui. L'enclos, quoi, le camp de concentration où elles étaient maintenues dans des cages, pour ne pas que le propriétaire puisse dès le lendemain racheter des poules et refaire fonctionner cet endroit. Donc on y a mis le feu. Avec les poules? Ah ben non, les poules, on les a sauvées. Il y avait 400 poules, il n'y avait pas 10 000 poules. Ah non, parce que c'est des poulaillers indépendants en fait, c'est des grandes serres et qui contiennent effectivement entre 300 et 500 poules. Et voilà, donc on a vidé le poulailler, il y avait 412 poules et on avait prévu plusieurs endroits pour les mettre. Et on avait tout prévu, quoi, et voilà, et on a fait en sorte que le poulailler ne puisse pas être utilisable tant qu'à faire. Mais est-ce que l'enquête de police a abouti à l'arrestation? Non. Pas vu, pas pris. Mais comment ça, pas vu, pas pris, alors que tu dis qu'il n'y a que 10 activistes, on le voit tout le temps, on sait que c'est toi? Oui, mais pas sûr que tu m'as pas vu sur les actions des corbeaux, du poulailler ou du veau. Pour la libération du veau, l'activiste est masqué. Mais il y a ton téléphone, ta voiture, ton machin. En Israël, il n'y a pas des contrôles partout, il n'y a pas des trucs partout. Non, c'est une fausse idée. J'ai amené un ami il y a quelques années, il y a 2 ans, qui boycottait Israël, disait je viens pas dans un pays apartheid. Et quand il est venu, il était choqué, il disait « Mais où est l'armée ?» Alors qu'ici, parce qu'ici en France, il y a des CRS armés jusqu'aux dents, comme ça. Et en Israël, pas du tout. On vit normalement, les gens circulent. Je sais que ça surprend. Tout le monde a cette idée des médias d'un pays où il y a l'armée de partout. Mais non, je fais mes courses dans les mêmes supermarchés que les Palestiniens. J'habite en Galilée, je vis avec eux. Enfin, voilà, on vit avec eux normalement. Ce que j'avais pas à Jérusalem, c'est peut-être un peu plus tendu. Et à Jérusalem-Est, il y a en Galilée et dans d'autres coins du pays où il y a le village juif, village arabe, comme ça. On ne sait pas que c'est toi alors? Pas toujours, juste les actions légales. Mais même le veau 269, il est toujours caché parce que, d'une part, parce que le ministère de l'Agriculture nous en veut à mort. Et voilà. Et puis c'est un symbole. C'est un symbole, voilà. Il n'y a pas de répression du coup. Je voulais savoir, comme vous n'avez pas de statut a priori au pluriel, parce que je sais que par exemple quand Sébastien Arsac il est jugé, les cotisations servent en partie à payer ça, du coup... Alors nous, je dois vous dire qu'on est aussi à un domaine où on est nul, mais nul c'est pour ramasser de l'argent. On est criblé de dettes. On doit de l'argent à un rescapé de la Shoah qui nous a donné toutes ses économies quand on avait ouvert la ferme, donc on paye. Donc pour ça aussi, on doit aussi beaucoup travailler. On n'aime pas demander de l'argent. Une fois, il y a quelqu'un en France qui m'a dit « Oui, moi je veux financer la nourriture du veau 269, je veux le parrainer ». Et puis c'est jamais arrivé, donc il y a très très peu de dons, voire pas du tout. Et nous-mêmes, donc, on paye tout avec notre propre argent. Et donc voilà. Et même on a un site internet où on vend quelques produits, des t-shirts, des trucs comme ça, mais comme on fait pas du tout de pub, ça finance même pas le rachat d'autres t-shirts. Donc oui, on a un gros problème au niveau publicité, marketing. Et voilà. Comment gérer la dépendance aux médias? Parce qu'en fait, toutes vos actions dépendent
à 100% des médias pour être couverts, pour avoir un impact. À partir du moment où potentiellement les médias désintéressent des actions que vous faites, on les insulte, mais grave. Et d'ailleurs, le dernier barbecue, il y avait 2 chaînes de télé et il y en a juste une qui a passé un entrefilet aux infos, donc on était furax. Donc oui, il y a une frustration parfois, également quand les médias déforment, donc cette même action, il y a eu un article sur un site internet religieux, nationaliste, où ils nous ont accusés de... Mais bon, on s'est dit c'est mieux que rien, et puis on s'en fout d'être accusé de souiller le drapeau. On n'a aucun respect pour des drapeaux, pour aucun drapeau. Donc, en plus, c'était un accident. Oui, c'était même pas le but. C'était juste pour faire, c'était pour faire une parodie de tous ces gens qui viennent célébrer la liberté d'un peuple, enfin le peuple juif, après avoir souffert dans la Shoah, après a enfin sa terre. Et le meilleur moyen qu'ils trouvent pour le célébrer, c'est en tuant et massacrant des milliers d'animaux sans même une pensée. Donc ça et la Shoah, qui sont à notre avis la plus grande hypocrisie juive ou israélienne, on n'hésite pas à dénoncer. Tu veux expliquer pourquoi tu juges que la Shoah c'est une hypocrisie israélienne? Oui, tout simplement parce que on dit never again, voilà, plus jamais ça, et bien sûr il y a pas mal de rescapés de la Shoah qui en sont conscients, mais qui eux-mêmes refusent de manger des animaux. D'ailleurs, le village où j'habite à Amirim, c'est un village végétarien qui a été créé par 11 personnes, dont 8 étaient des rescapés des camps, et qui ont dit on ne fera pas aux animaux ce qu'on nous a fait à nous, on ne va pas les parquer dans des camps. Donc dans tous les moshav, les petits villages agricoles en Israël, il y a ces grands poulaillers qu'on appelle des camps de concentration, et il y a des élevages de vaches, et dans là où je vis, ce qui est surtout développé, c'est le tourisme écologique, les petits chalets, les cabanes. Donc c'est un village, malheureusement, cette génération, il n'en reste plus qu'un des 11 fondateurs qui sont encore en vie. Donc ça a été fondé il y a 60 ans à peu près. Et il y a eu beaucoup... Mais pareil, comme ils n'ont pas tellement... ils sont aussi beaucoup arqués sur la santé. C'est ce qui a été le plus développé. Donc ça s'est un petit peu perdu. Mais en tout cas, il n'y a pas de poulailler. Quand on vient habiter, on signe, on s'engage à ne pas faire de barbecue, ne pas manger de viande ni chez nous, ni dans les espaces publics. Et je pense que tout l'État d'Israël aurait dû être comme ça, s'il y avait une logique, s'il y avait une sincérité dans on ne va pas faire aux autres, aux animaux les plus faibles, ce qu'on nous a fait, et voilà. Alors tu vois, ça voudrait vachement plus que toi et d'autres de 69 Israël et des rescapés avant qu'ils meurent tous viennent sur les chaînes françaises, sur les télés françaises, si vous pouvez. Parce que combien de fois ai-je vu lancer cette passerelle, cette comparaison entre la Shoah, l'utilisation du terme Shoah pour les animaux et pour les hommes, et il y a des pseudo-intellectuels français, comme Raphaël Althoven, ils disent attends, moi je viens d'une famille juive exterminée, je ne supporte pas qu'on fasse un reprochement. Donc il faut que des Israéliens viennent le dire, des rescapés d'Israël. Ça aurait quoi. On a beau leur dire cet éternel tribunal, voilà, oui, voilà, il y a plein de rescapés de la Shoah qui l'ont dit, mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et puis il y a cette appropriation de la Shoah qui est très à la mode aussi. C'est devenu un petit peu un fonds de commerce. Et voilà, mais quand ça arrive réellement, quand c'est vraiment le cas, quand il faut vraiment en parler, quand il faut vraiment s'en souvenir, en tirer les leçons, oh ben non, comment comparer, mais si on a comparé les juifs à des animaux, quand on compare, la comparaison vaut forcément dans les deux sens. On peut pas dire les nazis traitaient les juifs de parasites, de rats, ils étaient conduits comme des moutons à l'abattoir. Enfin, c'est impossible de ne pas faire l'analogie. Voilà. Donc oui, c'est de l'hypocrisie de ne pas faire ce rapprochement.